Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri qui vous parle dans la Locativie. Pour causer de quoi? Pour causer de la nouvelle Varicam Super 35 4K signée Panasonic, une caméra qu'on a attendue longtemps, dont je vous ai parlé souvent. Et là, on a eu l'occasion, l'opportunité de pouvoir faire quelques images juste avant les fêtes avec Thomas Jacquet, chef opérateur talentueux que j'aime beaucoup, accompagné de magnifiques et talentueuses comédiennes, Emma Chaibedra, Isabelle Montoya, Marion Casabianca. Vous avez pu voir, pour ceux qui suivent, les premières images non étalonnées que j'ai livrées un petit peu en pâture comme ça sur internet. Certains d'entre vous ont pu déjà faire des essais d'étalonnage avec ces rushs. On a voulu nous aussi faire ces essais et j'ai convoqué le talentueux, beaucoup de talent dans cette vidéo, Arthur Pau, qui est à la fois DAT, qui va gérer les rushs sur le plateau, mais qui va aussi, donc, qui est étalonneur, qui va étalonner vos films si vous le voulez. Arthur nous donne ses premières réactions autour des rushs et de la qualité de l'image de cette caméra Varicam. On le retrouve tout de suite maintenant. Salut Arthur. Salut Béli. Ça va? Ouais, toujours. Ouais. Donc première session d'étalonnage avec la Varicam 4K, premier rush, et il s'est passé un truc assez rigolo. Je suis arrivé à la bourre, désolé, hein. C'est les aléas de la création. Tu as commencé à étalonner tout seul, et il s'est passé quoi? Eh ben écoute, j'ai commencé à travailler sur ces fameux rushs en Varicam S35 et j'avais pas trop d'infos, je me suis dit on va commencer à bosser là-dessus, j'ai une nouvelle caméra et tout. J'en avais entendu parler un peu comme tout le monde sans trop avoir d'informations. Et écoute, assez surpris, je me suis dit t'as tourné à 15 h, ça c'est assez joli, bon la balance des blancs n'est pas toujours exacte, mais bon, jusqu'ici je me suis pas dit que c'était transcendant, quoi. J'ai l'impression que c'était tourné en fin de journée. Ouais. Et la bonne blague, c'est que c'était tourné en très fin de journée et à 5000 ISO. Pas du tout l'impression, quoi. Ah, 5000 ISO, moi j'y croyais pas. Arthur, il a fait quoi? 5000 ISO, quoi. 5000 ISO, ouais. Donc, il y a du bruit, on va dissiper tout malentendu. C'est pas... mais en même temps, sans bruit, c'est pas joli. Voilà. Mais il y a un joli bruit, il y a un très joli bruit. Assez sympa, ouais. J'ai montré les images depuis à un maître Jean-Pierre Boviala qui m'a dit il se passe quelque chose de sympa c'est dans sexy. l'image de la caméra. Donc qu'est-ce que tu as ressenti toi en étalonnant au niveau de la latitude, au niveau les questions traditionnelles, latitude, les pots Alors ça encaisse sacrément même. En sachant qu'on est sur le codec, on est sur le petit codec, c'est-à-dire qu'on est en 10 bits 4.2.2, on n'est pas encore dans la version 12 bits 4L4 et on n'est pas en RAW encore. Mais ça tu me l'avais dit, donc je m'attendais à avoir un petit peu quelques aberrations, surtout dans les noirs où ça crache un petit peu vite, quoi. Mais même au 10 bits, c'est assez impressionnant, on se croirait. Là les images sont tournées, c'était un genre de log. Ouais. Je connais pas le nom du log d'ailleurs. Vlog. Et on a l'impression d'être sur un log C, quoi. Ça encaisse, on peut tirer dessus, on peut mettre des luttes, c'est assez bluffant, et même les sélections en fait, de luminance qui d'habitude c'est une bonne manière de révéler si l'image est de bonne qualité ou pas, parce que tu vois tous les défauts dans les noirs, dans le grain et tout, ce qu'on appelle les qualifiers horizon. Là ça réagit comme sur le Alexa, c'est-à-dire que c'est lisse, c'est beau, il n'y a pas d'aberration, ça prend. Ouais, ok. Et qu'est-ce que... moi je trouve qu'il y a une texture, justement, ce grain qu'on retrouve, qui est un petit peu plus accentué à 5000 qu'à 800. On a fait un keylight que j'espère qu'on aura le temps d'étalonner et de diffuser. Donc il y a une différence quand même, 800 ISO et 5000 c'est pas tout à fait pareil. Oui, mais il y a une jolie texture d'image. Moi c'est ce qui est vraiment le truc qui m'a charmé, c'est en effet ce grain. On peut parler de grain et plus trop de bruit, qui est super cinéma. On parle de grain quand c'est un joli bruit, on parle de bruit quand c'est pas joli. C'est pas joli, ouais. C'est ça. Mais moi j'étais vraiment étonné à l'usage avec Thomas Jacquet qui m'a fait ces images. Et voilà, je trouve que les peaux sont vraiment très intéressantes. Il y a un joli modelé. Et il y a une texture d'image, il y a une signature d'image qui est vraiment... Ça fait clairement pas numérique, c'est-à-dire que c'est pas... j'ai pas eu besoin d'aller trop travailler, trop trafiquer l'image pour...
me demande souvent ça en étalage, c'est de casser ces couleurs vidéo, ce côté numérique, c'est-à-dire des rouges qui partent très vite dans la sursaturation, ou des teintes qui sont pas révélateurs. On a l'impression de prendre des photos avec certaines caméras, on a l'impression que c'est un iPhone qui l'a filmé tellement les couleurs sont pas jolies. Et là, de base, en fait, en touchant à quelques courbes, j'ai même essayé avec des luttes 23-83 pour voir un peu comment on pouvait tirer partie du log. Et c'est vraiment joli, quoi. On a les variances de teintes entre les lumières chaudes du marché, on a des images du marché où là on a des ampoules de toutes les températures de couleurs différentes, on a du ciel, on a des ambiances sombres, on a des ambiances suréclairées, et même des étalages avec de la glace et tout, où on n'a pas de problème de surbrillance, où ça fait pas mal aux yeux. C'est dingue, quoi. Au début je me suis dit c'est gadget, 5000 ISO en plus quand tu m'as dit ça, je me suis dit mais non c'est pas possible, c'est inexploitable et tout. Voilà, il faut être ouvert à 5000 ISO, il y a quand même certaines contraintes physiques. Typiquement là, les contraintes c'est qu'il y a certaines scènes notamment dans le marché qu'on verra quand on va lancer la vidéo qu'on va vous montrer après, où Thomas est obligé de filtrer, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on est en pleine nuit, sortir on est sur l'éclairage public, mais il y a, alors les ND sont intégrés, donc c'est assez facile à jouer avec, vu qu'ils sont devant le capteur, tu vois, entre l'optique et le capteur. Ça c'est une des avancées des caméras, je trouve, de ces dernières années. Il est clairement dit par les puristes que filtrer derrière l'optique c'est moins perturbant pour la qualité de l'image que par devant. Et le fait d'avoir mis justement ces filtres ND, comme on peut retrouver aussi sur d'autres caméras chez Sony par exemple, c'est assez sympathique. Merci Arthur en tous les cas. T'as d'autres trucs à ajouter sur cette caméra? Ouais, je voulais quand même un peu oui, parler... on voulait parler workflow. Ouais. Workflow. On voulait parler workflow. On est un peu tôt dans le timing. Oui, alors, ce sera pas forcément une vérité quand elle sortira un peu pour tout le monde cette caméra, parce que là on a eu un accès un peu anticipé, mais par exemple dans Resolve, on a eu quelques soucis de la reconnaissance du codec par Resolve. Interprétation, donc on est sur des fichiers MXF qui sont encodés en AVC intra 4K 10 bits 422, et Resolve, vous voyez ça comme du XAVC. C'est ça. Voilà, donc quelques soucis de lecture, quelques soucis de drop, et en fait il mettait, comme s'il mettait en cache l'image, je mettais play, ça mettait une dizaine de secondes à lancer l'image. Une fois que c'était lancé, j'étais en temps réel, il n'y avait pas de problème. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que sur Premiere et sur les logiciels Adobe, ça marche nickel. On a du temps réel de partout. Mais Adobe, ils sont pas mal au taquet sur tout ce qui sort. Ils sont toujours très actifs. DaVinci aussi, mais dans une large mesure, c'est quand même un petit peu... C'est une caméra qui est livrée depuis quelques jours, donc on va leur pardonner et on verra bien ce que ça va donner. On l'a eu un petit peu avant tout le monde, donc c'est un peu normal aussi, quoi. C'est pour ça que c'est pas forcément... Ils vont vite réagir, et je pense aussi qu'ils attendent parce que la caméra va être mise à jour pour avoir ce fameux firmware avec le nouveau... avec l'euro, certes, mais aussi le 12 bits 444 qui, je pense, va quand même faire moi, je vais toucher au 12 bits. Et donc on est obligé, on peut le dire, on est obligé de transcoder en Apple ProRes pour avoir un petit peu de confort de lecture, oui, c'est vrai. Mais bon, j'ai comparé les deux et on n'avait pas de perte de données. C'est juste, moi je voulais juste ajouter un truc. Le 5000 ISO, c'est assez incroyable, c'est une prouesse technique assez dingue. Bon, jamais j'ai vu du 5000 ISO. On m'a dit 5000 ISO, pousser une caméra à 5000 ISO, je m'attendais à un truc incroyable. Enfin, et le truc, c'est qu'il y a vraiment deux capteurs en fait. Enfin, je ne sais pas s'il y a deux capteurs, j'ai pas tout compris. En fait, si tu veux, le capteur, chaque capteur a un système de câblage qui en tire le maximum de sa qualité à une certaine sensibilité. Et après, un capteur, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un élément analogique. Donc on va gérer un signal électrique avant que ça devienne numérique. Derrière le capteur, on numérise le tout. Et il y a avant donc un système de gain variable, on peut traduire soit en dB quand on est en langage vidéo, ou en ISO quand on est en langage cinéma. Et donc logiquement, tu as ta sensibilité nominale, et plus tu montes, plus tu vas rajouter du bruit. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le capteur, et au lieu qu'il ait
une seule sensibilité nominale, il en a deux. Ils ont fait un système de double câblage qui fait que tu as une sensibilité nominale à 800 ISO et une autre sensibilité nominale à 5000 ISO. Donc en fonction de ce que tu veux faire, si tu n'as pas besoin d'aller à 5000 ISO, tu peux très bien te mettre à 800, tu peux te mettre à 1006 aussi, mais dès que tu vas monter, dès que tu vas amplifier le signal, tu vas amplifier ce bruit et ça va devenir désagréable. De reste, tu vois le seuil, quand on a fait le keylight, on voit très, très nettement que quand on est à 4000, on est moins bon que quand on est à 5000. C'est ça, c'est assez dingue. On passe un quart dessus. Mais alors, le 5000 ISO, moi j'ai eu quelques soucis. En fait, je pense que personne n'est habitué à filmer à 5000 ISO et les problèmes techniques que j'ai vus, c'est que on a tellement de latitude que de nuit, le ciel et la lune éclairent beaucoup trop les toits. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir des nuits éclairées par du sodium, de l'éclairage public, et de ne pas voir les toits et de voir une belle nuit noire. Là, je me suis dit, mince, je vais faire comment pour faire tomber la nuit? Il est 22h. En nuit américaine. Il est 22h, on a l'impression d'être en nuit américaine. J'ai le ciel qui est bleu, bleu foncé. Les toits de Paris, ils sont éclairés. Le plan qui est étonnant, c'est le plan qu'on voit justement, on voit les filles traverser avec... On voit le martre au fond, comme s'il était 18h. C'est bluffant, alors que tu me disais la nuit était tombée depuis 2 heures. Là, sur ce plan-là, Et moi, je me suis dit, mince, si nos chefs-op commencent à tout tourner comme ça, on va passer quasiment autant de temps étalonné qu'à faire tomber la nuit dans le ciel. C'est, je pense, un outil qui va amener à la réflexion, qui va amener à... Ça va changer certaines méthodes de travail, je pense. Notamment au choix d'optique, au choix de filtre, au choix de beaucoup de choses. Comparé à l'altitude qu'on a, on sera plus... On n'était pas sur des optiques très très lumineuses, on était sur des coups casse-4 mini, donc qui aura 2.8, c'est pas non plus... Mais on sera plus obligé de tourner, j'ai eu l'occasion d'étalonner quelques films de nuit où les chefs-op sont obligés d'être ouverts à 1 avec les T1, et c'est une contrainte technique. Là, on pourra choisir n'importe quelle optique dans n'importe quelle condition. Enfin, je peux regarder, je suis pas chef opérateur, mais ça va être intéressant. Bon, en tous les cas, j'ai vraiment apprécié cette caméra. Je trouve qu'elle a... Quelque part, Panasonic ne pouvait pas nous décevoir, ils étaient obligés en arrivant très très tard dans la course, tu vois, avec les autres fabricants, ils étaient obligés d'arriver et proposer quelque chose qui soit un cran au-dessus. Et moi, en tous les cas, je suis pas déçu. Je suis pas déçu parce que c'est une caméra qui a ses particularités, qui apporte des solutions assez malines, tu vois, notamment il y a l'éternel débat de l'Alexa qui a son écran, toutes les commandes qui sont côté assistant, c'est super pratique, mais des fois tu as besoin aussi d'avoir de l'autre côté, donc là leur histoire d'écran qu'on peut mettre tout autour de la caméra au bout d'un câble, le truc que tu t'appuies sur un bouton, ça te fait un retour vidéo aussi, c'est vachement pratique pour l'assistant, le viseur est d'une qualité incroyable. Le fait d'avoir mis les filtres ND, c'est incroyable. Le système de double enregistrement, donc tu peux faire des proxys en 2K, en ProRes par exemple, avec une lutte et enregistrer ton log. Ça, c'est hyper intéressant parce que moi, ça m'arrive souvent d'être sur les plateaux en DMT et on a souvent toute une série d'enregistreurs externes, il y a plein de workflows différents, plein de méthodes de travail. Et là, le fait de pouvoir enregistrer des proxys en direct, lutter, avec une lutte qui est différente de celle qu'on enregistre sur le... C'est déjà le cas avec certaines caméras, mais là, si ça marche bien comme il le dit sur le papier, ce qu'on attend de voir... ils savent faire, hein, ça j'ai aucun... Oui, je vais pas tester... Je suis pas pessimiste, mais... J'ai pas testé à ce moment-là, mais il y a déjà des systèmes de double enregistrement chez Panasonic sur d'autres caméras. Ça existe aussi chez d'autres constructeurs. C'est pas une innovation phénoménale, mais en tous les cas, je pense que ça va être très très pratique. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir... encore une fois gagner du temps, laisser la prod repartir avec le proxy. Sur tout ce qui est justement fiction télé, ça va permettre de pouvoir commencer à monter. Sur la fiction télé, il y a de plus en plus de monde qui aime beaucoup monter au cul de la caméra, tu vois, donc ça va permettre de gagner du temps. Voilà. J'ai bien aimé aussi le système d'accessoires, enfin les accessoires qui sont livrés avec, l'épaulière est très agréable. La course de la glissière de l'épaulière est phénoménale. Donc du coup, tu peux vraiment équilibrer la caméra comme tu veux, comme tu le sens en fonction justement du poids de ta batterie, ton optique et ainsi de suite. Et encore une fois, le viseur est incroyable. C'est un pur bonheur. Il y a vraiment un truc, ils ont mis un
un zoom sur la loupe optique en plus, donc tu peux gérer ton grossissement. Il y a un système où tu peux basculer si tu es gaucher. Ça, c'est les petits c'est des trucs qui sont sympas, tu vois. C'est les petites choses qui font qu'il y a tu sens qu'il y a une vraie réflexion. Le produit est robuste. Voilà, c'est une caméra haut de gamme qui va être une caméra qui va être plutôt pour les loueurs. C'est pas une caméra qu'on va pouvoir s'acheter pour mettre dans sa collection. Enfin, ça dépend qui. Hein. Il y a des gens qui investissent. Hein. Mais en tous les cas, moi, voilà, je suis très très emballé. J'attends de voir aussi la suite avec ce. Moi, j'ai hâte de tester des codecs plus costauds et de voir ce que ça pourrait donner dans des conditions éclairées. Comment à chaque fois pouvoir l'utiliser en tournage en conditions réelles, ça va venir, je pense, assez rapidement. De toute façon, il faudra que tu jettes un coup d'œil à ce Keylight. Ça a été très très difficile le reste, parce que c'est impossible physiquement avec le diaph des optiques actuelles. Les capacités, on dépasse les 14 diaphes de dynamique, dépassent les capacités des optiques en termes d'ouverture, gestion du diaph. Ah oui, tu me disais au bout d'un moment, tu te dis bon merde, on va coller deux ND, comment on va faire? C'est ça. C'est pas possible. Ok. Bon, et bien en tous les cas, merci Arthur.